3 guerres successives ont impliqué l'Irak au Moyen-Orient depuis les années 1980. Une guerre contre le grand ennemi perse chiite, l'Iran. Ensuite, l'invasion du Koweït qui s'est soldée par une intervention militaire multilatérale, c'est la guerre du Golfe, mais sans renversement du régime de Saddam Hussein en Irak. Et puis, en 2003, l'intervention militaire américaine et le basculement de l'Irak dans la guerre civile. Petit à petit, ce sont ces conflits irakiens qui ont pris le pas sur les conflits israélo-arabes, jusqu'à être le principal facteur d'insécurité, de déstabilisation, qui mène au terrorisme local, mais aussi mondial, d'Al-Qaïda, puis de Daesh. Donc, en étudiant ces guerres d'Irak, on touche à un des principaux facteurs d'évolution de la géopolitique moyenne-orientale et mondiale depuis les années 1980. Dans un premier temps, évoquons en 2 mots la guerre Iran-Irak. C'est une guerre entre 2 nations et presque une guerre entre 2 civilisations, 2 idéologies opposées. Au démarrage, vous avez l'Irak de Saddam Hussein, qui est dépositaire du panarabisme, à l'époque de l'idéologie de la grande nation arabe, qui est une idéologie modernisatrice, laïque, d'inspiration socialiste, face au grand ennemi des Arabes, l'Iran, qui a mis en place depuis la révolution islamique de 1979, qui portait au pouvoir l'ayatollah Khomeini, une idéologie chiite, révolutionnaire, donc l'ennemi des sunnites incarné par l'Irak de Saddam Hussein, une idéologie théocratique et non pas laïque, où la charia est la loi, la loi divine s'applique aux hommes et est la constitution de l'Iran. Donc c'est 2 modèles de société, 2 idéologies qui s'affrontent. Il y a aussi des enjeux géopolitiques puisque Saddam Hussein, en envahissant l'Iran, veut contrôler toute la région du Chott el-Arab et les gisements pétroliers qui s'y trouvent et dominer d'une manière générale le Moyen-Orient. Puisque, comme on l'a vu dans la séquence précédente, l'Égypte, elle, a signé l'accord avec Israël, s'est rapprochée des Occidentaux. Donc Saddam Hussein se rêve en raïs, pas seulement de l'Irak, le roi de l'Irak, mais aussi le roi du Moyen-Orient, le roi des Arabes. C'est une guerre d'annihilation, d'anéantissement, dans laquelle sont plongés les civils, notamment lorsque l'Iran mène la contre-offensive et fait durer la guerre jusqu'en 1988, en impliquant notamment des enfants soldats. C'était une guerre qui allait jusqu'aux extrêmes avec plus d'1 million de morts et qui se termine sur une paix blanche, un statu quo ante, sans réel vainqueur, vaincu sur le plan militaire. En revanche, sur le plan politique, c'est l'Iran qui tire les lauriers de sa résistance aux Arabes. Et l'Irak, à la suite de l'Égypte, fait petit à petit décliner l'influence du panarabisme au Moyen-Orient. Ça nous amène à la 2e guerre, la guerre du Golfe. Au démarrage, seulement 2 ans après la fin de la guerre Irak-Iran, Saddam Hussein attaque son petit voisin, le Koweït. Il pense avoir des droits historiques sur cet émirat, puisqu'il appartenait à l'Irak historiquement. Il reproche au Koweït d'avoir volé du pétrole à l'Irak pendant la guerre, d'être très conciliant envers Israël. Et donc Saddam Hussein pense se refaire en contrôlant le Koweït. Il aurait mis la main sur 10% des réserves mondiales de pétrole et en incarnant la lutte contre Israël, après avoir échoué à vaincre l'Iran. Et il ne pensait pas que les Occidentaux interviendraient. Et donc la 2e guerre d'Irak, c'est ce qu'on appelle la guerre du Golfe. C'est une coalition internationale d'une 30aine de pays qui a été réunie par les États-Unis au début de l'année 91 pour libérer le Koweït. Alors, c'est souvent une guerre qu'on annonce comme étant l'entrée dans le nouvel ordre mondial, post-guerre froide. En effet, l'URSS n'a pas mis son veto à la guerre.
hein, à la résolution de l'ONU pour la guerre. 4 pays arabes se sont joints à la coalition et les Américains ont débarqué 500 000 soldats, plus 200 000 issus de contingents étrangers, en Terre Sainte, en Arabie Saoudite, pour libérer le Koweït. Alors ça a une très très grande importance parce qu'une fois que les armées de Saddam Hussein se sont repliées en Irak, les Américains n'ont pas touché au régime, ils n'ont pas renversé le tyran. Ils pensaient à une grande insurrection civile. Les Kurdes au nord, les chiites pro-iraniens au sud se seraient révoltés. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Saddam Hussein a réprimé très très fortement les minorités, en gazant notamment les Kurdes. Et la communauté internationale est restée relativement passive. L'ONU a organisé une sorte de grande opération pétrole contre nourriture pour permettre aux populations civiles de s'en sortir, parce que le pays était mis sous embargo par les États-Unis. Il n'empêche que Saddam Hussein a renforcé son pouvoir, et à la fin des années 90, on le soupçonnait d'abriter des armes de destruction massive, et notamment un programme nucléaire militaire. C'est pour ça que les suites de cette guerre du Golfe dans les années 90, ce sont des frappes aériennes en 98 menées par les Américains, par les Anglais, sans accord de l'ONU sur des cibles militaires. Saddam Hussein était toujours en place. En revanche, une des conséquences au-delà du régime de Saddam Hussein, c'est la présence des forces coalisées en Terre Sainte, qui a été considérée comme une atteinte aux droits des musulmans, à la loi coranique. Et donc Al-Qaïda, menée par Oussama Ben Laden, qui s'était créé en Afghanistan dans les années 80, s'est mis à combattre les Américains, les Saoudiens et leurs alliés, responsables d'avoir laissé des mécréants entrer en Terre Sainte. Donc vous avez, à la fin des années 90, le terrorisme d'Al-Qaïda qui commence à se révéler au Moyen-Orient avec des attentats contre des bases militaires américaines et contre l'Arabie Saoudite. D'une certaine manière, pour les Américains, le travail n'avait pas été terminé. C'est l'opinion du nouveau président George W. Bush, élu en 2001, élu plutôt en 2000 et arrivé à la Maison-Blanche en début 2001, qui jetait un regard a posteriori sur l'action de son père, George Henry Bush, à l'époque de la guerre du Golfe. Un regard un peu critique, puisque son père n'était pas allé jusqu'à déboulonner Saddam Hussein. Or, George W. Bush a autour de lui des conseillers néoconservateurs qui pensent que pour créer les conditions de la démocratisation au Moyen-Orient, il faut renverser les dictatures et créer un processus comparable à celui qui s'était passé en Europe de l'Est en 1989. Les attentats du 11 septembre 2001 qui prennent Bush et son administration par surprise vont donner le prétexte à réaliser ce grand dessein que les Américains appellent le Greater Middle East, c'est-à-dire aller porter la guerre, c'est une sorte de revanche sur les attentats du 11 septembre, aller porter la guerre en Irak pour renverser Saddam Hussein et créer les conditions d'un grand Moyen-Orient libéral et démocratique. À l'époque, l'administration Bush a créé de toutes pièces les preuves qui reliaient Saddam Hussein à Al-Qaïda et Oussama Ben Laden, responsables des attentats du 11 septembre. Ils ont tenté de convaincre la communauté internationale du bien fondé d'une nouvelle opération militaire conjointe dans le Golfe, mais cette fois l'ONU n'a pas donné son accord. Et les États-Unis sont donc partis à la tête d'une coalition qu'ils ont réunie eux-mêmes, sans l'accord de l'ONU, et malgré l'opposition de la France, de l'Allemagne, de la Russie, une coalition d'une cinquantaine de pays qui ont lancé l'opération entre mars et mai 2003, Liberté pour l'Irak, qui a été un grand succès militaire puisque les armées de Saddam Hussein ont été battues, Saddam Hussein a été renversé, il a dû se terrer pendant plusieurs années avant d'être rattrapé et lynché. Donc son régime s'est effondré d'un seul coup. Le problème, c'est l'après-guerre. Rien n'avait été vraiment prévu
pour l'occupation et la reconstruction du pays. Ça s'est fait dans la plus grande improvisation. Et le gouverneur Paul Bremer, qui avait été nommé pendant un an pour essayer de reconstruire l'Irak, a totalement échoué face à la montée des antagonismes civils. Et donc on passe rapidement de l'intervention américaine à la guerre civile, puisque les Américains et Bremer ont associé les populations chiites au gouvernement, elles qui avaient été combattues par Saddam Hussein, et elles ont voulu prendre leur revanche sur les sunnites. Alors le déclenchement de la guerre civile, c'est Al-Qaïda qui frappe dès 2003 la mosquée chiite de Kerbala, en 2006 la mosquée chiite de Samarra. Donc c'est sunnite contre chiite, et une partie des anciens dirigeants de l'Irak de Saddam Hussein, aux dirigeants civils, aux dirigeants militaires, états-majors, généraux, vont se retrouver dans l'opposition armée au gouvernement chiite. Et donc la guerre civile va faire beaucoup plus de morts que l'intervention militaire américaine et se prolonger au-delà du départ des Américains qui était prévu pour 2011. On considère d'une certaine manière que les conséquences de cette guerre civile entre chiites et sunnites, c'est le basculement d'une partie des sunnites irakiens dans la mouvance d'Al-Qaïda, puis dans la mouvance de Daesh à partir, un peu plus tard, dans les années 2013-2014. Et donc la guerre civile en Syrie et les attentats de Daesh en Syrie, la constitution d'un État islamique à cheval sur l'Irak et la Syrie seraient les conséquences directes de cette intervention militaire américaine. C'est pour ça qu'aux États-Unis, comme dans le reste du monde, on compare souvent la guerre d'Irak, celle de 2003-2011, à un nouveau Vietnam. Les Américains n'ont pas gagné cette guerre. Ils laissent 5000 soldats morts de la coalition, 35 000 soldats irakiens. Les pertes civiles sont considérables, puisqu'il y aurait entre 200 et 250 000 civils irakiens qui seraient morts, plus de 2 millions de réfugiés. Donc c'est un véritable cataclysme sur le plan humain, sur le plan politique. On a vu les Américains échouer à reconstruire le pays et privatiser la guerre. Au plus fort des combats, vous avez 150 000 soldats de la coalition, mais 150 000 à 200 000 soldats privés, issus des sociétés militaires privées, avec des bavures, avec des exactions contre les civils. Donc le pire de la guerre s'est révélé. Et au lieu de pacifier le Moyen-Orient, les Américains et leurs alliés ont plutôt renforcé le chaos, la déstabilisation. Un vainqueur, pour conclure, c'est l'Iran. L'Iran chiite qui a tiré tous les avantages de cette guerre et qui aujourd'hui est capable de dessiner ce qu'on appelle un axe ou un arc chiite, un arc d'influence et de puissance qui passe par la Syrie d'El-Assad, qui descend vers le Liban avec le Hezbollah, le Hamas et des organisations politiques qu'on va aussi retrouver dans la péninsule. Donc avec l'effondrement de l'Irak, c'est l'Iran qui tire les marrons du feu et qui se retrouve une puissance dominante au Moyen-Orient, principal ennemi aujourd'hui d'Israël et des Occidentaux.